Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de vision. Le plan d'action du gouvernement a donc été présenté aujourd'hui dans une Assemblée populaire nationale fraîchement élue et qui doit déjà faire montre de pertinence et de crédibilité dans l'examen de ce projet de loi qui, on le sait, s'articule globalement autour de 5 principaux axes et est essentiellement tiré des 54 points et engagements du président de la République. On parlera également des prochaines échéances électorales, les élections locales considérées comme le dernier jalon dans le processus de réforme des institutions de l'État, le renouvellement des APC et des APOI qui devront consacrer un développement local accéléré et efficient et une proximité plus visible envers les citoyens. On en parle ce soir avec notre invitée, Madame Fadiha Benabou, professeure en droit constitutionnel. Bonsoir, Madame Benabou. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Le plaisir est pour moi. Alors, le président de l'Assemblée populaire nationale l'a dit lui-même, ce plan d'action aura l'attention qu'il requiert vu son importance. Quelle est son importance dans la conjoncture actuelle, Madame Benabou, selon vous? Eh bien oui, bien sûr qu'il a une importance puisqu'il doit exécuter le programme présidentiel qui a été développé lors des élections présidentielles de 2019. Donc c'est au plan d'action de mettre en œuvre les grands axes du programme présidentiel. Et ce sont ces grands axes qui vont être plus tard chiffrés année par année dans chaque loi de finances. Donc, d'où son importance, parce que là, directement, une séquence annuelle, chiffrée et détaillée, on se retrouvera dans la loi de finances. Or, c'est la loi de finances qui permet donc le fonctionnement de l'État algérien. Sans loi de finances, l'État ne peut pas fonctionner. Les fonctionnaires ne seront pas payés, les équipements ne seront pas payés, etc. Donc, son importance se situe à ce niveau, puisque c'est les grands axes du programme et exécutable, c'est-à-dire il va essayer le Premier ministre de mettre les grands axes qui vont permettre de passer année par année pendant 5 ans dans les lois de finances à travers des chiffres et ce qui répond peut-être déjà aux critiques soulevées par rapport à certaines parties qui ont dit que ce plan d'action manquait de chiffres, manquait de détails quantitatifs. Oui, mais tout à fait, mais parce qu'il n'a pas besoin d'être chiffré. Pour l'instant, il va être chiffré chaque année par le biais de la loi de finances. C'est la loi de finances qui va avoir pour rôle de chiffrer. Là, il va mettre les grands équilibres globaux sur les 5 ans. Oui. Et bon, la loi de finances, son travail, c'est de chiffrer pour chaque grand bloc, etc., de mettre les dépenses. Chaque domaine d'activité. Voilà, les dépenses et les recettes. Donc, c'est au rôle de la loi de finances de faire ce travail. Alors, cette déclaration du président de l'Assemblée populaire nationale est une façon aussi de dire que cette Assemblée compte examiner ce plan d'action, compte le discuter et rompre avec un peu les anciennes pratiques des anciennes assemblées que l'on connaissait, un peu le bniouiouisme, si on devait présenter les choses comme ça. C'est-à-dire que cette nouvelle législature va concrètement faire son travail. On va le voir. Est-ce que vous pensez que les débats vont être à la hauteur C'est à l'œuvre qu'on pourra les voir. C'est à l'œuvre. Peut-être que les députés ont un niveau universitaire, parce qu'on a exigé un niveau universitaire. Compte tenu de la composante, évidemment, de cette Assemblée. Peut-être mais ils ont besoin d'une formation. Hein. Il faut être réaliste. Hein. Les commissions ont besoin quand même d'une année ou deux de pratique pour devenir véritablement spécialisées. Là, au départ, moi je connais bien l'Assemblée parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai même un ouvrage sur le droit parlementaire, je connais très bien le fonctionnement de l'Assemblée. Les commissions se spécialisent parce qu'elles restent permanentes, qu'elles travaillent sur 5 ans. Et c'est au bout de 5 ans qu'elles deviennent spécialisées. D'où l'importance des commissions. Or, la première année, moi j'avais l'habitude de les former, hein. C'est moi qui formais les députés au niveau de la PN. Et là, la première année, ça va être difficile parce que ce sont des gens qui viennent d'horizons divers et ils ne connaissent pas encore ce qu'est une loi de finances. Ils ne savent pas distinguer entre une loi de finances, une ordonnance, une loi organique. Donc, ça va mettre un peu de temps. La première année, ça va être l'apprentissage. Donc, il y a un travail encore d'édification de cette Assemblée qui n'est pas... Mais ça se fait chaque fois. Ça se fait chaque fois, régulièrement, sauf si vous avez dans l'Assemblée
des gens rompus. Par exemple, vous avez des ministres, comme la première assemblée. Moi, j'ai eu la chance d'étudier la première année en 1977-78, qui était composée véritablement de hauts cadres de l'État, des walis, des ministres, de très hauts responsables, qui avaient l'habitude des chiffres, qui avaient l'habitude... Là, oui, ils peuvent aller directement au boulot. Mais quand vous avez des jeunes, 25, 30 ans, ils sont encore à former. C'est vrai qu'il y a une formation à faire. Donc, vous parliez tout à l'heure, effectivement, des pratiques qu'on avait introduites au niveau de la PN. C'était vraiment moi j'appelle ça le bénémisme. C'est vrai, l'allégeance présidentielle de ce clan qui était composé du FLN, etc., a cassé carrément le côté politique, qui fait que les gens... même le peuple ne suit plus les débats de la PN. Oui. Alors que dans les années, moi je me rappelle dans les années 60, entre 77 et 83, c'était un plaisir de lire le journal officiel des débats de la PN, parce que les gens étaient très... C'était une arène politique. C'était une arène politique, oui. Parce qu'elle était composée de gens intéressants. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai que pendant 20 ans, surtout avec ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, où le FLN de RND n'était qu'une machine au service, au service du président de la République, qui ne faisait que voter, dire oui, lever la main, dire oui. C'est vrai que ça a dévalorisé complètement le travail de l'Assemblée, d'où le désintérêt et le désenchantement du peuple. Est-ce que vous pensez que la présence aujourd'hui en force dans l'Assemblée populaire nationale d'élus issus de la société civile pourrait un petit peu redynamiser le pouvoir législatif, tout simplement, au niveau de l'Assemblée je ne sais pas. Moi, il y a peut-être une meilleure connaissance des préoccupations du citoyen. C'est un peu le rôle du député. Oui, mais bon, mais maintenant, le parti politique est quand même très important dans la vie politique moderne. Ce qui n'exclut pas, oui, le rôle du parti. Il est incontournable, parce qu'il forme les élus. Il est incontournable. Et dans les démocraties modernes, le passage par le parti politique est incontournable. Vous la voyez comment, cette Assemblée? Bon, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Compte tenu du fait qu'elle doit commencer à travailler... enfin, il y a beaucoup de travail sur la planche. Oui. Donc aujourd'hui, elle est là, elle est installée, cette 9e législature, avec une grande partie d'élus indépendants. Comment vous voyez le travail, la coordination entre les différents... Peut-être qu'il y aura plus de NIA. NIA, ils sont plutôt... Parce que c'est des gens qui n'ont pas été travaillés par une mafia, etc. Donc il y aura une NIA, une volonté de travailler pour l'Algérie. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Peut-être qu'ils sont encore trop jeunes, leur esprit n'a pas été formaté par les mafias, les trucs comme ça. Donc peut-être qu'ils vont avoir de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer un peu de venir là-bas juste pour se remplir les poches, etc. Impossible de le dire pour l'instant. C'est l'expérience qui va démontrer est-ce que le jeunisme va véritablement rénover l'Assemblée ou pas. Je ne peux pas savoir. Moi, nous verrons au cours des débats. Oui, ça c'est pas au niveau des débats, c'est l'expérience. Non, mais déjà, autour des débats, les débats qu'il y aura autour de ce plan d'action, et des 8 lois, accompagnés de 8 lois, il faut le rappeler, il y a 8 projets de loi, pardonnez-moi, qui sont déposés au niveau du bureau politique de l'Assemblée populaire nationale. Donc, on sent que cette 9e législature commence fort, c'est-à-dire la session parlementaire. Oui, les ordres du jour sont généralement très longs, mais il y a toujours des priorités. Hein. Oui. On fixe des priorités, le Premier ministre vient, il fixe un ordre du jour prioritaire. Oui. Les priorités, c'est connu. C'est d'abord le plan d'action, adopter le plan d'action. Après le plan d'action, c'est la loi de finances. Vous avez 75 jours, la Constitution est claire. 75 jours entre l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation pour voter la loi de finances. Les 2 chambres du Parlement. Donc. Oui, pourquoi? Parce que le 1er janvier, il faudrait que la loi de finances soit exécutée. Parce que sans la loi de finances, tout le fonctionnement de l'État s'arrête. Avec quoi vous voulez payer les gens? Oui. Personne ne va travailler. Oui. Les dépenses et les recettes sont données, autorisées par la loi de finances. Donc, il y a d'abord les 2 priorités que va poser le Premier ministre, hein, parce qu'il a un droit de priorité.
Au niveau de quand c'est lui qui va le faire avec les deux bureaux de l'APN et du Conseil de la Nation, mais lui, il a le droit de priorité. C'est-à-dire, voilà, sur toute une liste, il y a peut-être, vous avez parlé de 8, il va dire, voilà, celui-là est prioritaire, celui-là est prioritaire, celui-là, je le laisse en queue de liste. Si on arrive, tant mieux, si on n'arrive pas, ce sera pour la prochaine séance. Nous avons une idée effectivement du fonctionnement de ce début de la session parlementaire. Alors, ce plan d'action, il repose beaucoup sur un pan économique vu la conjoncture que l'on connaît aujourd'hui. Il y a plusieurs points importants à relever. Est-ce qu'il globalement il répond à l'urgence ou les demandes de la sphère économique, selon vous? Je ne peux pas savoir parce que je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas encore personnel. Disons, selon les axes qui sont selon présentés. Les grands... Mais c'est normal. Vous savez que maintenant, l'État, on est en train de demander à l'État d'intervenir. Moi, je l'ai toujours dit. Ce qui a fait le fossé entre les gouvernants et gouvernés, c'était en 88, le désengagement de l'État. C'est le désengagement de l'État en 88 qui a permis ce qu'on appelle chez nous les espaces sociaux vides. Il a laissé des espaces sociaux vides, et ces espaces sociaux vides ont été grignotés par certaines parties IES, parfois identitaires, islamistes, etc., qui ont pris en charge ces espaces sociaux vides et qui ont permis donc de récupérer à leur solde toute une partie de la population. Donc, effectivement, on est en train l'État n'est plus comme auparavant, c'est plus l'État libéral classique qui avait un rôle réduit à la seule sécurité des citoyens. Maintenant, on lui demande d'intervenir, c'est l'État interventionniste, on lui demande d'intervenir dans l'économie et même dans la sécurité sociale. Maintenant, les gens vous disent, voilà, Djibli l'oxygène, Djibli doigts, Djibli trucs comme ça. En Europe aussi, il y a eu un très fort interventionnisme de l'État, et puis ils ont fini par se désengager, même en France, Alors, etc. il y a dans le plan d'action, justement, la réaffirmation de l'engagement et non pas du désengagement de l'État. Justement, parce qu'ils se sont rendus compte, ils se sont rendus compte que beaucoup de partis IES ont grignoté c'est ce que j'appelle moi des espaces sociaux vides c'est-à-dire pour se faire une clientèle. Oui, orienter finalement cette orienter des parties de la... souvent désœuvrées d'ailleurs. Voilà, une partie de la population. Donc l'État a compris qui ne peut pas se désengager totalement, d'autant plus donc c'est une partie qui, selon vous, rassure un petit peu les Algériens, c'est ce que vous voulez dire? Vous savez que 1er novembre 1954, c'est quoi? C'est un État social. Donc, et puis de 62 jusqu'en 88, tout était pris en charge par l'État. Donc les Algériens se sont habitués. C'est des citoyens assistés, il faut être réaliste, il faut y aller doucement. Si on veut se désengager, c'est avec énormément de pédagogie et énormément de pédagogie. C'est pas comme ça brusquement, brutalement. On sait ce que ça a donné 88. Oui. On sait ce que ça a donné pour l'Algérie. Ça a été une expérience vraiment très triste. Ça peut être un point de rupture. Oui. Oui, c'est ça qui a fait le fossé entre gouvernants et gouvernés et qui a fait perdre la légitimité à l'État algérien. Alors, à travers son plan d'action, le gouvernement reconnaît qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat, puisqu'il dit vouloir augmenter et soutenir le pouvoir d'achat, améliorer aussi la prise en charge des catégories les plus vulnérables. Tout à fait. Oui, c'est la pandémie qui a fait... Et la pandémie n'a pas arrangé les choses, évidemment. C'est elle qui a le plus créé le problème. On voit, moi, de temps en temps, quand je passe comme ça, quand je vois les agences de voyage, les trucs comme ça, c'est fermé. Donc il y a toute une partie de les services qui ne fonctionnent plus. Oui, qui disparaissent. Et on ne peut pas laisser ces gens-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut un minimum d'insertion sociale. Il faut qu'ils soient réinsérés dans la société. Sinon, ils sont en marge de la société. Les gens qui sont en marge de la société deviennent un danger pour la société. Donc il faut essayer de les insérer d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'ils prennent conscience que les gens qui ont été un peu marginalisés par cette crise sanitaire, c'est une véritable crise. Donc vous pensez qu'il y aura un filet social important? Ça, il faut demander à un économiste. Selon vous, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut déduire
ou est-ce qu'on devrait carrément instaurer un filet social en faveur des gens qui ont été peut-être pas le filet social, c'est dépassé comme notion. Les économistes sont mieux, sont à même à donner d'autres visions. Moi, je suis pas économiste, mais je pense qu'il y a quand même qu'il faut un minimum d'insertion, quelque chose. Une prise en charge, donc. Oui, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Parce que ce sont des gens qui vont, c'est ce qu'on appelle les espaces sociaux vides. Et tous les espaces, c'est connu en sociologie, tous les espaces sociaux vides finissent par être grignotés. La nature, voilà, à horreur du vide, vont être grignotés et pris en charge par des gens qui vont aller à l'encontre de l'État national. Oui. C'est clair. Donc il faut que l'État national assume, d'une manière ou d'une autre, assume. Maintenant, on n'est plus dans l'État libéral. Est-ce que vous pensez que c'est un peu en relation par rapport aux derniers événements douloureux? Vous parlez de l'État-nation, l'État national. Est-ce qu'il y a la volonté, à travers les axes, notamment diplomatiques, et on le verra... Il y a eu effectivement, l'État algérien a laissé un vide. Une partie du territoire national a été complètement, je dirais, délaissée par l'État national. Donc il y a des communautés qui ont pris en charge. Et c'est ça. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a lieu de rattraper ce gap? Si oui, tout à fait. C'est un gap. Certaines régions ont été complètement délaissées par l'État. C'est une erreur monumentale. L'État national se forme par l'unification. Tout doit être encadré, tout doit être quadrillé par l'État. On ne peut pas laisser une partie quelconque du territoire. Il y a bien sûr... On le sait, dans les engagements du président de la République, cette volonté d'accélérer le développement dans les zones d'ombre. Ce sont les pas simplement les zones d'ombre. Les zones reculées qui n'ont pas bénéficié du développement. Oui, les zones d'ombre, tout à fait. Parce que ce sont des nationaux, parce que ce sont des citoyens algériens. Donc ils ont besoin de l'aide de l'État. Mais il y a aussi des zones qui ont été délaissées parce qu'il y a eu des problèmes. Et ça a été une erreur monumentale du pouvoir de l'époque. Donc aujourd'hui, l'idée de l'État-nation doit se recomposer, doit être réunie autour d'un socle qui est justement une identité peut-être. L'identité, on a notre identité. C'est autour de l'allégeance citoyenne. L'allégeance citoyenne, c'est à l'État national, à l'État algérien. Mon identité, je la connais, c'est celle de mes ancêtres. Qu'ils s'appellent Amazir ou je sais pas quoi, c'est mon identité. Que je sois musulmane, c'est mon problème. Bini ou bin moulaya, la chienne salé ou la c'est entre moi et le Créateur, le Seigneur. L'oraline que chez moi, c'est mon problème. Mais ça, c'est mon identité, elle est propre. Mais j'ai l'obligation d'avoir une allégeance citoyenne à l'État-nation. Qui est cet État? C'est une personne morale. C'est pas une personne... Je ne fais pas allégeance au pouvoir, hein. Il ne faut pas que les gens fassent d'amalgame. On va un petit peu avancer, Madame Benabou. Je crois qu'on a un petit peu compris l'idée. Il faut qu'on parle aussi de ce pan économique qui est consacré dans l'un des principaux axes de ce plan d'action et qui est donc détaillé dans plusieurs sous-lignes et qui se retrouve donc dans la modernisation du système bancaire. C'est la loi de finances qui va prendre les lois nécessaires pour moderniser. Dans la loi de finances, vous avez ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires. Dans une loi de finances, vous avez des cavaliers budgétaires. Ces cavaliers, c'est quoi? C'est des amendements à des lois budgétaires. La loi de finances ne comporte pas simplement les autorisations budgétaires. Elle comporte aussi les amendements qu'on appelle les cavaliers budgétaires et des amendements aux lois, par exemple aux impôts, les banques, etc. Donc, à travers la loi de finances, il y aura des amendements. Vous allez voir tel article sur les impôts qui vont être amendés, etc., etc. Donc, c'est grâce à la loi de finances que les amendements, les textes vont traduire les textes juridiques. Donc, il y a une traduction juridique.
Là, par rapport aussi à l'amélioration de l'attractivité du climat de l'investissement, on sait qu'il y a un recul, hein, notamment de l'investissement local, de la production locale et aussi dans l'investissement étranger. Il y a le besoin de la relance économique dans ce sens. Et ça, c'est le problème de sécurité. Oui. C'est l'insécurité politique qui fait craindre les investissements. Si vous avez la sécurité juridique, la sécurité politique et la sécurité juridique, il ne faut pas changer de loi tous les 6 mois. Oui. Il faudrait que les lois soient stables, que les gens qui viennent investir, j'investis. Une stabilité juridique. C'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Oui, oui. Vous devez faire en sorte que les textes ne changent pas. Oui. La sécurité juridique fait partie de l'état de droit. Ça fait partie de l'état. Si vous voulez un état de droit, il faudrait assurer ce qu'on appelle la sécurité juridique. Il y a aussi un problème de sécurité politique. C'est vrai que pendant 2 ans, de 2019 à 2000, presque il y a peut-être 2 ou 3 mois, on avait un hirak ou un tahrik, etc., qui faisait beaucoup de mal à la stabilité politique de l'État. Oui. Donc les gens avaient peur d'investir. Ils avaient peur, ils avaient plus de vision. Oui. Donc tout ça, il faudrait qu'il y ait donc cette stabilité politique et la sécurité juridique. À partir de là, quand vous avez cette stabilité juridique, que les textes soient stables, etc., les gens finissent par investir. S'ils ont aussi un bon... oui, il faudrait qu'ils aient des avantages. Ils ne vont pas venir investir s'ils n'ont pas d'avantages. On va aussi parler de la politique étrangère qui sera largement abordée dans ce plan d'action. La politique étrangère dynamique et proactive, c'est ce que veut aujourd'hui. Moi, je ne le connais pas, mais j'ai admiré son travail. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en 2015, on a eu le même problème. Vous parlez de la rupture des relations avec le Maroc. Oui, on a eu le même problème avec l'ambassadeur au niveau des Nations Unies marocain, qui avait parlé un peu de l'autonomie de la Kabylie. La Kabylie, c'est le cœur de l'Algérie, c'est clair. Les Kabyles sont des Algériens avant tout. La Kabylie est un des poumons ou le cœur de l'Algérie. Comment voulez-vous parler? Comment voulez-vous faire le lien entre la Kabylie et le Sahara occidental, qui est une question inscrite pour une décolonisation au niveau des Nations Unies? Pas d'amalgame, mais c'est fait exprès. Le Makhzen fait toujours des amalgames pour tromper le monde. On peut tromper le monde un temps, mais on ne peut pas tromper le monde tout le temps. Donc, au vu des pressions géopolitiques actuellement que subit l'Algérie, vous pensez qu'une redynamisation de l'appareil diplomatique en Algérie est nécessaire? Écoutez, les pressions géostratégiques, vous savez, personne n'a d'amis. Les gens manquent des intérêts. Donc, il y aura toujours des pressions. Mais actuellement, c'est vrai qu'elles sont plus apparentes. Oui, mais parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a des problèmes politiques, c'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle un cheval de Troie. Oui. Cheval de Troie étranger qui s'ingère. C'est quand il y a des problèmes. En l'occurrence, l'État sioniste. Voilà. Il rentre, c'est des chevaux de Troie qui rentrent et qui essayent de profiter pour avoir le maximum d'intérêt. Oui. Voilà, ça c'est qui m'encolou hadja naturel, hein. C'est pas quelque chose de propre à l'Algérie. C'est fait pour. On voit ce qui s'est passé pour la Libye. Les gens ne sont pas venus en Libye pour faire du tourisme. Ils sont venus pour des intérêts économiques, pour mettre leurs pions et pour avoir des intérêts économiques bien déterminés. Les gens veulent faire la même chose. Quand le pays est déstabilisé, parce que c'est pas eux qui déstabilisent, ils essayent par leurs agents, etc. Et une fois qu'il est déstabilisé, il peut faire pression. Après, je te menace. Je te fais des... C'est pour ça que j'ai dit que c'est Sahha la Mamra, parce qu'il a démontré aux Marocains qu'on était capable d'avoir une position de force, de rompre les relations diplomatiques, qui est quand même inscrite dans la Convention de Genève. Oui. C'est un moyen juridique.
On va avancer un petit peu avec le parachèvement du processus électoral à travers le renouvellement prochain, donc du 27 novembre, des APC et des APWI. C'est une étape logique, finale donc de ce processus de réforme institutionnelle. C'est le deuxième volet de notre émission ce soir. Quelle est son importance à ce stade des développements des choses depuis, vous le disiez, vous avez peut-être placé le curseur depuis le début de la crise politique chez nous, début février 2019 jusqu'à ici, il y a le renouvellement des institutions de l'État. Cette réforme, elle va s'achever donc avec les prochaines locales. Oui, ça a été un des points inscrits par le président de la République dans son programme, dans ses promesses électorales. Oui. Il a promis d'enlever les gens sales, l'argent sale, etc. Oui. C'était une de ses promesses, donc il tient une de ses promesses. Bon, elles vont se passer en novembre, c'est déjà bien. Ça permet un peu à la crise sanitaire de s'amoindrir. Et c'est une bonne chose. C'est en décrue, on est en décrue de pandémie. Oui. Inch'Allah, d'ici le mois de novembre, on sera à 0 cas. 0 cas, Inch'Allah. Pourquoi pas? Et moi, je pense, écoutez, vous savez, soit vous commencez par le bas, soit vous commencez par le haut et vous finissez par le bas. Oui. Bon, donc les élections locales, elles ont un enjeu pour le citoyen. Autant les élections législatives ne représentent pas d'enjeu. Pourquoi? Parce que la représentation nationale fait qu'il n'y a pas une passerelle entre le représentant politique et le peuple. Il n'y a pas de vase communicant Pourquoi? direct. Oui. Parce que lui, l'Assemblée est tenue par un programme national. Oui. Elle ne peut pas se permettre, un élu ne peut pas se permettre d'aller fuiner dans les petites communes. C'est pas son travail. Et d'ailleurs, on lui refusera. Il n'a pas pour fonction d'aller régler les problèmes locaux. En revanche, les APC, elles sont présentes tous les jours. Quand vous avez, moi ce matin j'ai vu, comme les poubelles, etc., et les poubelles marmilliennes, etc., quand vous avez un problème, vous allez voir votre... C'est une question devenue une question de santé publique. Hein. Voilà, c'est les habitants, ils vont aller voir, ils vont voir tout de suite le maire. Là, Alors, est-ce que vous diriez que la crise de confiance qui s'est installée durant les dernières années entre les institutions de l'État et les Algériens, tout simplement, les citoyens, a touché aussi ou surtout les assemblées locales, ou est-ce que c'est pareil? Écoutez, pourquoi est-ce que ça a touché les assemblées locales? Parce que tout simplement, parfois les assemblées, le peuple, enfin les citoyens n'avaient pas l'impression d'avoir élu des gens, et ces gens élus ne rendaient pas des comptes à la population. Pourquoi? Parce que d'abord, le président d'APC, il va vous dire, moi, je ne peux pas faire mon travail. Pourquoi? Il dit, voilà, quand je fais mon travail et quand je prends en charge des problèmes locaux, etc., je donne mon plan au niveau du Wali, et le Wali, il m'enlève tout. Donc, effectivement, il y a une dilution de la responsabilité, une dilution... Et ça fait que personne n'est responsable. On sait très bien que le Wali n'est pas responsable devant le peuple. Est-ce que la modification du code communal pourrait corriger ces dysfonctionnements? Justement, je n'arrête pas d'en parler. À chaque fois, j'en parle et je dis qu'il est temps de passer de la déconcentration. Parce que l'Algérie est toujours encore sous le coup de la déconcentration. Il faudrait peut-être expliquer, parce qu'en général, on parle de décentralisation. Oui, la décentralisation est inscrite depuis 1967. Oui. Mais depuis 1967, qu'est-ce qu'on disait? Boumediene, qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait, bon, on fait l'apprentissage de la démocratie. Donc, pour faire l'apprentissage, pour l'instant, on va laisser le soin au chef de daïra et au wali, eux, de prendre les bonnes décisions. Parce qu'en réalité, c'est pas le wali qui va la prendre, c'est directement le centre, le pouvoir central qui prend les décisions. Mais un pays qui a la taille d'un continent ne peut pas gérer de cette manière. C'est impensable, impensable.
Depuis 67, on parle de décentralisation, mais à chaque fois qu'on décentralise un peu, on fait un pas en avant. Le prochain texte, moi je ne suis pas spécialiste du droit administratif, tout le monde le sait. Je ne lis pas c'est pas bon, mais je lis à peu près les gros titres, etc. À chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière la fois d'après. Et on redonne toujours du pouvoir. Donc, alors c'est quoi la déconcentration? La déconcentration, c'est tout simplement, au lieu que le pouvoir soit centralisé par les ministères et les directions extérieures, le pouvoir est décentralisé au niveau de chaque wali. C'est lui qui va prendre des décisions. Il va être placé au niveau de chaque wilaya, donc 58 wilayas, ou bien au niveau de chaque daïra. Ce sont eux qui vont prendre des décisions importantes. Mais ce ne sont pas des élus. Ce sont des gens nommés qui reçoivent des directives. Ces gens-là ne peuvent pas prendre, parce que parfois, ils sont nommés directement et ils viennent, ils sont un peu parachutés. Ils ne connaissent pas les problèmes. En général. Parachutés, ils ne connaissent pas les problèmes locaux. Donc ils ont des problèmes, ils sont dans leur bureau, d'abord ils ont peur, ils veulent pas recevoir des gens parce qu'ils ont peur. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour aller vers une plus grande autonomie donc, il faut aller vers il faut donner plus d'autonomie aux gens qui sont élus. Oui. L'autonomie, elle est inscrite dans la Constitution. C'est pas quelque chose. La décentralisation, c'est-à-dire que, voilà, le président de l'APC, il a un programme, il doit être sous la tutelle, pas sous la hiérarchie. S'il fait quelque chose de pas bien, il peut y avoir un contrôle a posteriori et de tutelle. Mais il n'est pas contrôlé a priori. Donc, il a son programme, et s'il n'exécute pas son programme correctement, il va être comptable. Oui. Il va rendre des comptes. Oui. Et c'est ça qui manque à l'Algérie. C'est la responsabilisation de tous, du plus bas au plus haut. La responsabilité est très importante. Et que la responsabilité soit déterminée. Elle est déterminée quand vous êtes élu par le peuple. Ouais. Et que vous faites un programme. Vous parlez des élus locaux. Oui. Au niveau des APC, on a vu que durant cet été, avec les feux meurtriers qui ont coûté la vie à des dizaines... On ne les a pas vus, hein. Certaines APC ont quand même organisé les flux de dons, de dons solidaires, donc avec certaines APC, je ne parle pas de toutes, voilà, évidemment. Mais il y a eu beaucoup... C'est-à-dire que l'APC peut encore retrouver son rôle premier, qui est c'est son rôle. Proximité, oui. C'est son rôle mais premier. Beaucoup ne jouent pas le jeu, beaucoup se barricadent derrière. Oui, ils se barricadent, ils se cachent. Donc, c'est-à-dire il faut assumer. Tu n'assumes pas, tu dégages. Ouais. Tu peux pas ne pas assumer. Donc, tu as un programme. Tu as fait des promesses. Là, il fait des promesses. Qu'est-ce qu'il y aura comme réparation au niveau des écoles? Il n'y a pas que les murs des écoles. Il faudrait qu'il ait une politique plus poussée vis-à-vis des écoles. Parce qu'ils ont la responsabilité des écoles au niveau de la commune. Oui. Ils ont les routes, etc. Donc l'engagement de l'État qu'on retrouve au niveau du plan national doit aller aussi vers mais c'est à eux vers le niveau local. Il ne doit pas recevoir. Ça, la déconcentration, c'est qu'il reçoit l'ordre par le biais du wali. Et qu'il y ait le même esprit, qu'on retrouve la parfois, c'est pas les mêmes. La même gestion. C'est pas la même gestion. C'est pas la même gestion. Par exemple, à Alger, vous avez besoin de routes goudronnées. Peut-être qu'à Tamanrasset, vous n'aurez peut-être pas besoin d'autant de routes goudronnées. Non, Madame Delabou, je parle de l'esprit de gestion. Il faut donner de l'esprit d'entreprise aux gens. C'est important. Ouais. Et les responsabiliser. Guel, tu payes. Tarlat, tu payes. C'est important qu'ils aient l'esprit d'initiative et qu'ils... La dépénalisation, on revient un petit peu vers le plan d'action, la dépénalisation de l'acte de gestion, oui, va peut-être changer cette donne. Il faudrait qu'il fluidifier la décision. Oui, parce que dans l'acte de gestion, vous avez parfois, vous prenez des décisions qui ne sont pas illicites, qui ne sont pas totalement illicites, hein. Elles ne sont pas totalement illicites, mais il y a des problèmes. Vous ne devez pas les pénaliser les gens, vous ne devez pas les mettre en prison. Sinon, personne ne va travailler. Je suis le minimum. Je suis là, vous me donnez des ordres. J'accepte, et encore même avec des ordres. On a vu des cadres de l'État entrer en prison parce qu'ils ont reçu un ordre et que l'ordre, à la base, n'était pas tout à fait légal. Il va falloir distinguer entre ce qui est légal et licite.
Alors, il y a cette décision du président de la République qui va créer une espèce de sas hein, de sécurité par rapport à ces décisions qui viennent de différentes parties dans l'acte de gestion, dans la pénalisation de l'acte de gestion. Dépénalisation. Non, je parle dans la pénalisation, c'est-à-dire qu'il y aura forcément l'aval ou non du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est parce qu'il ne suffit pas de mettre tout le monde en prison. Personne ne va accepter les responsabilités. Il y a des décisions à prendre. Bon, qu'une décision soit licite ou légale, là le problème va se poser. Il va falloir distinguer. Et il a raison de voir, est-ce que c'est une décision illégale ou illicite? Et puis voir dans les nuances. Quelqu'un qui a reçu, par exemple, moi j'ai entendu des ministres recevoir des coups de fil et puis se retrouver en prison. Et un ministre, c'est une hiérarchie qu'il a. Bon, quand vous avez un président d'APC qui n'a plus l'initiative, il n'est plus sous la tutelle, il n'est plus sous ce qu'on appelle en droit administratif la tutelle. Il devient sous une espèce de hiérarchie, de pouvoir hiérarchique. Il reçoit des ordres. Il n'a pas à recevoir Donc, on revient un petit peu au code communal. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous verriez comme pertinent, comme changement, comme modification dans ce code communal pour, comme je le disais, fluidifier un peu l'acte donner de l'initiative. Je crois que c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Maintenant, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait très longtemps que je l'ai dit à plusieurs reprises, il est temps de donner de l'initiative au président d'APC. Khalas, maintenant, on n'est plus en 67 pour l'apprentissage de la démocratie. On a appris la démocratie. Il faut leur donner l'initiative. Et on va laisser chaque commune en concurrence avec l'autre. Celle qui va être la plus propre, la plus salubre, là où il y a le plus d'investissement. Oui. Et vous avez après une espèce de concurrence, de saine concurrence entre les... Une effervescence. Une effervescence, etc. Parce que chaque président d'APC va avoir de l'ambition pour sa commune. Alors vous qui êtes constitutionnaliste, et on terminera sur cette question, encore une fois par rapport à la modification de ce code communal qui devra être harmonisé donc avec le régime électoral actuel. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire selon vous? Harmonisé avec le régime électoral. Oui, mais ça c'est déjà paru dans le journal officiel. Oui. C'est qu'en réalité, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas... comme l'Algérie est pratiquement un continent, qu'on ne pouvait pas régler par un principe général, aussi bien à Alger qu'à Tissemsilt, Gardaïa ou Tamanrasset. C'est pas les mêmes structures mentales. Oui. Vous allez à Tissemsilt, à partir de 18 ans, vous ne trouverez aucune fille dehors, ou très peu de filles dehors. Alors ce ne sont pas non plus les mêmes contingences économiques. Voilà. Donc, parler de parité. Parler de parité. Déjà en 2012, le quota n'a pu être appliqué que proportionnellement et en gradation, en fonction des grandes villes. Les grandes villes, ils avaient 35%, certaines avaient 25% et certaines avaient 20%. Alors que l'étranger, ils avaient 50%, ils avaient une parité de 50%. Ils ont pris en compte la graduation en fonction des grandes villes, de l'acceptation des idées. Parce qu'un texte de loi sans acceptation culturelle et sociale ne vaut rien, il ne sera pas appliqué. C'est ce qu'on appelle l'effectivité des normes juridiques. L'effectivité des normes juridiques doit se mettre en diapason avec les structures mentales et culturelles des petites villes ou des structures... C'est quelque chose... Enfin, l'aspect conservateur, évidemment. Voilà. Donc, ce qui était question de modifier, c'était d'abord le problème de la parité. Oui. Dans les petites villes, il n'y aura pas de parité. Oui. Il y aura autant de filles qui voudront bien entrer dans la politique ou bien dans la gestion. Et ça sera au président de l'ANI d'apprécier. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait peut-être plus de prérogatives pour les élus locaux, leur donner plus de marge? Dès que ça va être à part, dès que ça va être dans le code communal. Chauffé. Il faudrait distinguer entre la loi électorale. La loi électorale, elle va concerner les conditions électorales. Dans les conditions électorales, c'est le type de parrainage. Les parrainages. C'est-à-dire que
par exemple, pour les APC, c'est 50 signatures, vous le savez. Oui, oui. Bon, il y a des petites villes, alors 50 signatures, des petites villes, ils ont une population très réduite. Oui. Vous pouvez pas, si par exemple vous avez je ne sais pas combien de candidats, vous ne pouvez pas leur demander, parce que vous savez que si vous signez pour l'un, vous n'avez pas le droit de signer pour l'autre. Donc vous n'avez pas assez de gens pour signer. Est-ce que si les élus locaux avaient plus de marge d'action et de réaction, cela pourrait mobiliser plus l'électorat local, selon vous? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr que ça doit mobiliser et c'est fait pour mobiliser. C'est pour ça qu'on introduit maintenant dans le monde entier ce qu'on appelle la démocratie participative. Oui, la démocratie participative, c'est quoi? C'est associer les citoyens à la gestion. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. La démocratie représentative, elle est indépassable. Hein. Mais elle a comme appoint une démocratie participative. C'est-à-dire que les citoyens des villes, par exemple, peuvent se réunir en petits comités pour, par exemple, régler les problèmes des ordures à chaque ou les problèmes... qui les concernent directement. Voilà, par exemple, la récolte des enfants dans des bus pour les emmener à l'école. Donc, ils vont s'arranger avec. Ils vont proposer. C'est un rôle de conseil. La démocratie participative a un rôle de conseil. Point barre. Hein. Elle ne prend pas la décision. Ils vont conseiller et c'est au président d'APC de décider avec l'Assemblée populaire communale. Est-ce que vous pensez que les dernières élections, les dernières échéances électorales, en tout cas les résultats de ces dernières échéances, vont impacter aujourd'hui les futurs résultats des élections locales? Ou est-ce que c'est la dynamique du vote au niveau des assemblées locales est souvent différent d'ailleurs. Hein. Je ne pense pas que ce soit les chiffres qui vont agir. Vous savez que pour des élections, hein, même en Occident, vous savez qu'il y a des temps exprès. Hein, vous savez, en Occident, on appelle ça des élections de convenance. Et regardez, le Premier ministre britannique, lorsqu'il veut faire des élections, par exemple, il a une assemblée qui doit être dissoute dans une année. Ils ont fait 4 ans et une année. Et lui, il va faire un test d'opinion. Il va dire, voilà, vous me faites un test d'opinion. Est-ce que ma cote de popularité est haute ou pas? Si lui disent, oh, vous êtes au top, monsieur le Premier ministre, il dissout l'Assemblée une année avant. Pourquoi? Parce que c'est en fonction du climat politique. Si vous êtes au top de votre popularité, il faut faire les élections tout de suite, quitte à dissoudre la chambre basse du Parlement britannique. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils appellent les dissolutions de convenance. Juste pour avoir le maximum de gens. Donc, moi, je pense que ce ne sont pas les tests. C'est le manière, c'est le climat. Est-ce que les gens mangent bien? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Est-ce qu'il y a un climat démocratique? C'est ça qui va avoir un rôle très important. C'est pour l'implication de la société politique. C'est pas l'implication de la société politique. C'est pas au niveau des échéances locales, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est beaucoup plus le climat. Oui. Le climat. Parce que le désenchantement, ce qu'on appelle le désenchantement, c'est lorsque les gens se rendent compte que, après tout, moi, ça ne me ramène rien. Et puis, un aninjé, je me lève le matin, je dois courir, il n'y a pas d'eau. Au lieu d'aller voter le matin, moi, je vais aller remplir l'eau, je vais aller me débrouiller pour ça. Il n'ira pas voter. Parce qu'il se dit, après tout, je n'ai pas le minimum, on ne m'assure pas le minimum. Donc, pour qu'il y ait des élections et qu'elles se passent dans de bonnes conditions, il faudrait que les gens se sentent aussi à l'aise. Donc il y a un travail de proximité plus visible, c'est ce qu'on disait d'ailleurs au départ. Il y a aussi un climat. Des élus. Il y a aussi un climat aussi. Il y a aussi le climat. Si les gens ont des problèmes, on sait qu'il y a une crise économique. Il a compris. Ils ont compris. Oui. C'est pour ça qu'ils vont. Donc là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à commencer. Je crois que dans le plan d'action, ils ont inséré l'insertion minimum, le revenu minimum d'insertion, qui vont permettre aux gens qui étaient en marge, parce que plus vous êtes en marche, et plus vous n'allez pas voter. Ça, c'est clair.
Vous remarquez quand vous faites les évaluations dans tout le monde entier, hein, vous vous rendez compte que tous les marginaux ne votent jamais. Les femmes au foyer, les marginaux, etc. ne vont jamais au vote. C'est clair. Il faudra aller chercher cet électorat. Pour le chercher, oui. il faudrait qu'ils se sentent concernés. C'est mon État. C'est grâce à mon État que je peux vivre comme un citoyen normal. C'est-à-dire que je ne vais pas raser les murs, je ne vais pas aller fouiller dans les ordures pour manger. Très bien. Voilà. Madame Benabou, je vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes professeure en droit constitutionnel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis sur Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et bonsoir.